Bonjour, chère Anne Lisède, je suis vraiment ravie de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Vous avez donc été professeur ordinaire à la Faculté des sciences économiques et sociales, aujourd'hui Faculté des sciences de la société. Dans cette SES, vous avez enseigné l'histoire économique. Est-ce que vous avez aimé enseigner, Anne-Lise ? Oui, j'ai aimé enseigner pour deux raisons peut-être. D'abord, il y a le contact avec les étudiants, et puis le fait d'enseigner est un enrichissement personnel, puisque si on donne des cours, on doit s'intéresser à des domaines auxquels la recherche ne nous avait pas habitués. Donc donner des grands cours, c'était le cas, ça permettait quand même d'élargir son horizon culturel et scientifique. Quels étaient justement vos grands cours, vos cours phares ? Alors, mon cours phare, c'était le cours d'histoire économique générale qui allait de la préhistoire, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, à 1800. Et donc, un cours qui, les premières années, couvrait pas mal de siècles. C'était une découverte. Alors, ensuite, une professeure enseigne, bien sûr, mais fait également de la recherche. Sur quoi ont porté les vôtres ? Alors, mes recherches ont porté sur les questions de démographie, sur les questions d'agriculture, du monde rural, des changements de la société qui se sont produits, surtout à partir du XVIe jusqu'au début du XIXe siècle. Et la démographie reste un de mes sujets de recherche à l'heure actuelle, mais aussi les questions d'agriculture. Et puis, vous êtes plongé aussi dans des questions d'enfants qui étaient remis au père, ou les bourgeoisies, c'est toutes des choses qui vous ont C'est donc lié aussi aux questions de démographie, aux questions de mariage, de divorce. Et donc, en Suisse, c'est ça qui m'intéressait, c'était la comparaison entre le comportement des sociétés au sein de la Suisse qui ne pouvait pas être plus divers que ce que l'on avait jusqu'au début du XXe siècle. Donc, c'était de l'histoire comparative, histoire du mariage, du XVIe siècle au XIXe siècle, quelque chose d'assez fascinant parce que les cantons avaient des attitudes très diverses. Il y avait d'abord les cantons catholiques qui suivaient en principe, je dis l'enseignement de l'Église, pas toujours, et puis les cantons protestants avec des très très grandes diversités face au mariage qui était interdit à certaines couches de la population. Quelle couche Les couches pauvres, interdits, et donc c'est des interdits qui ont joué jusqu'en 1874 à la Constitution. Et puis en 76, donc 76, enfin 79 plutôt, vous quittez tout ça et vous vous lancez dans la recherche en indépendante. Oui, parce que je pense que ça c'est peut-être... Et ma thèse n'est pas terminée, donc je me suis un peu réorientée vers la démographie et puis la société rurale. Et je pense que ça c'est une très grande différence à l'heure actuelle. Les jeunes arrivent souvent à faire financer leur thèse dans le cadre d'un programme FNS. Il n'y avait rien à l'époque. Alors, ou bien votre professeur, à l'époque, il fallait travailler sur Genève pour que le professeur vous donne un petit emploi, mais autrement, il fallait voir vos ressources personnelles, ce qui n'était pas toujours facile, ce qui explique aussi qu'il y avait peut-être moins de thèses à l'époque, parce que ça coûte de faire de la recherche, surtout si vous ne faites pas de la recherche sur place. Et donc, j'ai continué à faire mes recherches grâce à un mari compréhensif. Je pense qu'il faudrait lui rendre hommage. Vous avez beaucoup bourlingué, en fait. Oui, grâce aussi à des enfants compréhensifs qui trouvent que leur mère est très amusante, je pense. Revient avec des histoires étranges. Oui. Et puis, j'ai eu de la chance de continuer à avoir mes collaborations internationales. Et donc... Ça, vous l'avez fait pendant presque 10 ans, en fait. Presque 10 ans, et on accumule quand même un certain capital scientifique de recherche. Et le fait que je suis devenue professeure, je dirais que c'est plutôt une raison tragique, c'est-à-dire que Franklin Mendels est décédé, et donc il y a un poste libre à l'époque. Vous aviez suffisamment accumulé de compétences, de recherche. Oui, et puis peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats qui avaient envie de donner un grand cours du néolithique à 1800. Ça, c'est vrai parce que c'était une des conditions. Oui, ça a dû faire peur, faire peur à plus d'un. Oui, bon, parce que j'entends bien.
Peut-être juste revenir sur votre doctorat, vous le passez en 86, et le sujet peut-être, ce pays glaronnais qui vous a toujours beaucoup intéressé, le sujet donc c'est population, société et économie de montagne, le pays glaronnais du XVIe au milieu du XIXe siècle. Je me demande quand même, mais pourquoi est-ce que ça vous passionne tellement Glaris? Glaris, d'abord... En bonne genevoise, hein, on se dit, mon Dieu, le bout du monde. Non, mais il y a des sources extraordinaires sur la population. Ensuite, c'est un des cantons avec Appenzell qui est très tôt industrialisé, avec ce qu'on appelle la proto-industrialisation. Donc, une population catholique, une population protestante, un pays très indépendant. Et puis, justement, au point de vue du mariage, un pays qui s'adapte à l'environnement. Donc, ils ont perdu beaucoup de gens au service étranger au XVIe siècle. Donc, la majorité est abaissée à 14 ans. Vous vous imaginez, 14 ans la majorité, hommes et femmes. Et puis après, au début du XVIIe, c'est 16 ans. Donc, et on estime à 16 ans que les gens décident d'eux-mêmes. Donc, non, c'est un pays fascinant. Et puis, c'est un pays aussi où il y a eu la première loi avec l'industrialisation sur la protection des ouvriers. Hein. Donc, oui, donc c'est vraiment riche. C'est un pays très, très intéressant. Donc, effectivement, en 89, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que vous passez en 89, vous devenez professeur ordinaire, vous passez de cette liberté de la recherche à quand même quelque chose d'assez contraignant, un carcan institutionnel. Ça a été quoi votre moteur? Parce qu'il y a aussi des avantages à être professeur, hein, j'imagine. Oui, il y a des avantages à être professeur. Je pense qu'il y a l'indépendance. Je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait qu'il existe la liberté académique. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, on insiste toujours. Ça, c'était la différence avec Lausanne. Si je puis faire une petite pique contre Lausanne, parce qu'après j'ai été dans les commissions de nomination. En principe, quand vous étiez nommé, vous étiez libre de donner les cours que vous vouliez à Genève, la liberté académique. Lausanne, il y avait un cahier des charges où le cours était décrit d'avance ce que vous alliez devoir enseigner. J'ai trouvé ça une contrainte extraordinaire. Et Genève, il n'y avait pas cette contrainte. Et donc ça, c'était extraordinaire. Et puis, on était libre. Voilà, vous avez quand même beaucoup d'énergie, donc vous faites tout ça. Et puis, vous êtes de 91 à 96 délégué à l'égalité de l'université, fonction toute nouvelle, que vous exercez tout en étant professeur et directrice de votre département. Donc, quelles ont été un peu vos grandes actions dans ce domaine? Pourquoi vous avez accepté d'ailleurs? Je pense d'abord qu'il fallait accepter parce qu'effectivement, il y avait très peu de femmes. Et j'étais dans une faculté, je ne me rappelle pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y avait 60 professeurs, dont 3 femmes à l'époque. Et donc, il fallait quand même faire quelque chose. Plutôt que de me poser la question pourquoi j'ai accepté, pourquoi le choix est tombé sur moi, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et puis peut-être que, dans certaines facultés, il n'y avait pas de femmes du tout. Donc j'ai accepté, je pensais que c'était une bonne chose. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce qu'on était dans toutes les facultés, accepté plus ou moins bien. Hein. Je me rappelle toujours encore une faculté qui n'est pas loin d'ici, qui la première fois m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici, madame ?» J'ai expliqué, parce que je pense quand même qu'ils étaient au courant. Et puis, il y a une personne, Josette Konen-Hutter, avec laquelle vous avez fait beaucoup de choses, et entre autres, créé les études genre, souvent, enfin, en tout cas, c'est grandement oublié. Comment s'est passée la chose? Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Pourquoi? Et puis les difficultés, ou pas, à créer ces études genre? Alors, je pense que les études genre, d'abord, il faut rendre hommage à Josette Konen-Hutter. Sans elle, les études genre n'auraient jamais été créées. Elle a investi de son temps, elle y croyait. Et puis, les études genre, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des thématiques qui n'étaient pas abordées dans l'université. Et puis, on a bien vu que dans la plupart des pays européens, que ce soit la France, l'Angleterre, il y avait des études genre, aussi les pays scandinaves. Et donc, elle a eu l'idée de créer ces études genre qui ont bien marché dès le début, mais elle s'en occupait. Hein. Je pense que moi, je n'hésite pas à le dire, je n'étais qu'un prête-nom. Je donnais un cours, mais enfin, c'est elle qui se chargeait de toute l'administration, la gestion. Elle a fait ça extrêmement bien et
je pense qu'il faut lui rendre hommage. Donc, depuis un certain temps, vous avez cessé l'enseignement, mais vous continuez la recherche, vos sujets actuels? Alors, c'est la population, l'influence de la religion sur les comportements démographiques, et puis l'évolution de la production agricole, la croissance agricole. Donc, je travaille sur ces deux domaines, je fais des communications et j'apprécie beaucoup la vie parce que je ne peux faire que de la recherche. Et un peu de jardinage quand même. Et de jardinage, oui. J'essaie de mettre en application quelques recettes de jardinage de 1800. C'est bien.